je vais vous présenter les emplois maritimes du Pays de Lorient et de la Bretagne. D'abord, pour commencer, je remercie la Maison de la Mer de l'invitation. Un petit mot sur Audelor, très rapide. Donc c'est l'agence d'urbanisme et de développement et la technopole du Pays de Lorient. Donc il y a un volet études sur l'économie dont je m'occupe avec des collègues, et puis un volet études urbaines, plus lié à l'urbanisme et à l'aménagement, et puis un volet développement économique, donc à peu près moitié-moitié entre études et développement économique. Le développement économique, c'est l'appui aux entreprises pour trouver des financements, pour trouver du foncier ou des locaux quand ils en ont besoin, et puis pour travailler sur les différentes filières locales. Alors je vais vous présenter donc les emplois maritimes. C'est issu de travaux, je vous représenterai un peu les sources tout à l'heure, qu'on a pu mener à Audelor, qu'on a mené aussi au niveau breton avec les autres agences d'urbanisme bretonne et avec le réseau des CCI. La première question, c'est pourquoi on s'est fatigué, ou on a travaillé en tout cas pour mesurer les emplois maritimes. Pourquoi observer ces emplois maritimes ? Première chose, c'est que, comme vous savez, c'est un secteur historique et un secteur économique majeur du Pays de Lorient et de la Bretagne, même si on verra qu'en nombre d'emplois, le Pays de Lorient et la Bretagne, c'est plein d'autres choses que le maritime et que le littoral, mais ça pèse et ça caractérise aussi, ça spécifie un peu l'économie bretonne et l'économie lorientaise. C'est un secteur qui est peu connu, au contour flou. Vous verrez que qu'est-ce qu'on appelle maritime, quand est-ce qu'on dit que c'est plus maritime, quand est-ce que c'est maritime, c'est justement une partie du débat. On ne peut pas juste prendre quelques secteurs d'activité, les cumuler en disant voilà, c'est ça l'économie maritime. Et puis c'est aussi très diversifié et ça touche beaucoup plus d'emplois et de secteurs que ce qu'on peut penser a priori. Et puis pourquoi mesurer, pourquoi observer? Parce que ça aide à la décision et à l'action d'acteurs publics et d'acteurs privés, parce que quand on connaît, on peut communiquer sur ces emplois maritimes, on peut les valoriser et on peut aussi mesurer l'importance, l'évolution. Est-ce que ça augmente, est-ce que ça baisse, pourquoi ça augmente pas plus vite, etc. Donc d'avoir c'est aussi dans une logique de connaissance pour les acteurs privés et pour les acteurs publics, que ce soit l'agglomération de Lorient qui finance l'agence largement, à 80% de l'agence est financée par l'agglomération, ou pour le conseil régional qui avait demandé l'étude sur l'observation de l'économie maritime bretonne. Alors les sources sur lesquelles je vais m'appuyer pour vous présenter ces emplois maritimes, la première c'est les emplois maritimes dans le Pays de Lorient. Donc c'est un observatoire qu'on fait maintenant depuis qu'on a commencé en 2010. On est à la 3e édition, et donc on peut remonter comme ça jusqu'en 2003. On sait l'évolution des emplois maritimes, fait avec la même méthode, les emplois maritimes dans le Pays de Lorient, de 2003 à 2016, et bientôt on va actualiser cette année 2020 pour avoir les emplois en 2019. Donc on ne fait pas ça chaque année, parce que je vais vous expliquer après, c'est un travail qui est assez lourd, justement du fait même de la difficulté de cerner les emplois maritimes. Deuxième étude, c'est le pôle course au large sur Lorient-la-Base. On vient de sortir la publication. On fait ce qu'on appelle des fiches zones d'activité, qui est de regarder l'occupation précise des zones d'activité, enfin des sites économiques de Kergroise et de Kéroman. Et donc je me suis aussi basé là-dessus. Après, l'Observatoire de l'économie maritime en Bretagne, qui est fait suivant la même méthode que ce qu'on avait commencé sur Lorient, qui a été fait en septembre 2018, et le Conseil régional nous demande d'actualiser cette année. Et après, je reciterai rapidement deux travaux sur lesquels je me suis appuyé aussi, qui sont deux travaux du Césaire de Bretagne. L'un sur le produire et résider sur le littoral. Donc dire que le littoral, c'est bien pour résider, c'est bien pour le tourisme, mais ça doit aussi garder une vocation productive. Et puis, l'économie maritime changeant de regard, qui était aussi de se dire comment le Césaire se posait la question, comment mesurer l'économie maritime. Donc, 5 points dans ma présentation. D'abord, les contours de l'économie maritime.
qu'est-ce qu'on appelle l'économie maritime et comment on la définit. Deuxièmement, le maritime, un secteur majeur pour l'économie lorientaise. Les mutations, c'est-à-dire de voir les créations d'emplois, de voir ce qui bouge dans l'économie du pays de l'Orient. Ensuite, quel écosystème, donc ça fait un peu chic de parler d'écosystème pour l'économie, c'est la nouvelle tendance, on n'en parle pas que dans le domaine de l'environnement, mais on dit aussi que l'économie est un écosystème parce qu'effectivement, il y a plein de relations entre des fournisseurs, des clients, des partenaires sur des projets et tout ça. Quel écosystème local, donc on a fait une petite étude là-dessus. Et puis après, la place de l'Orient en Bretagne. On n'est pas les meilleurs, mais bon, pas loin. Et puis pour finir, je n'ai pas mis, mais en conclusion, est-ce qu'on va ou pas vers une croissance bleue? Donc, vous aurez la réponse à la fin. Alors, les contours de l'économie maritime. Si on prend les choses basiques, on prend par exemple l'Observatoire national de la mer et du littoral. Pour définir l'économie maritime, vous voyez qu'il dit qu'on a à peu près 400 000 emplois dans l'économie maritime, ce qui fait 1,5% des emplois en France. Donc c'est un chiffre qui n'est pas énorme, qui est même assez faible, qui aussi d'ailleurs est une des questions. Hein, depuis des années on dit mais pourquoi, alors qu'on a une zone économique exclusive parmi les plus grandes ou la plus grande du monde, pourquoi on n'a pas une économie maritime plus développée en France par rapport à d'autres pays? Donc il y a des raisons historiques à ça, mais qui finalement, on voit que aujourd'hui ça pèse relativement peu. Après ça pèse plus évidemment si on regarde certains territoires où là, on dépasse les 1,5%. Et on voit que les principaux secteurs qui représentent cette économie maritime, c'est la pêche et les produits de la mer, c'est les activités portuaires et de transport, c'est la construction et réparations navales, les trois principaux secteurs. Et après, le tourisme. Est-ce qu'on met le tourisme dans l'économie maritime et littorale? Il y a du débat, mais bon, il y a bien une partie du tourisme en France, forcément, qui dépend du littoral et de la mer. L'INSEE a fait une étude en 2012. Eux, ils trouvent un chiffre qui est assez proche, 450 000 emplois dans l'économie maritime, ce qui fait 1,7% de l'emploi total. Donc vous voyez qu'on est sur des ordres de grandeur assez proches, avec là aussi des chiffres produits de la mer, 50 000, 45 000 transports maritimes et fluvial, la construction navale. Ils ont rajouté l'intervention publique, tout ce qui est les services de l'État qui interviennent pour la mer ou à côté de la mer, tout ça, donc y compris la défense d'ailleurs, la marine nationale. Donc tout ça pèse aussi et rajoute un certain nombre d'emplois. Et puis la question du tourisme. Et donc ce que j'ai mis comme commentaire, c'est oui, tout ça c'est de l'économie maritime, mais pas seulement. Ce qu'on a justement essayé de faire, c'est de montrer que ça dépassait ces principaux secteurs. L'économie maritime, c'est pas que la pêche, les ports et les transports et la construction navale, c'est aussi beaucoup d'autres choses, puisqu'on pense que pour mesurer l'économie maritime, il faut aller à la découverte, bon, ça fait un peu chasse au trésor, mais d'aller chercher la face cachée de l'économie maritime. Parce que telles que les statistiques françaises sont conçues et existent, on regarde l'activité principale de l'entreprise, ce qu'on appelle le code APE, activité principale de l'entreprise, qui classe après par secteur, etc. Et évidemment, le fait de travailler pour le maritime, c'est pas le secteur, c'est pas indiqué dans le secteur d'activité. Et donc vous avez plein d'entreprises qui travaillent pour le maritime, qui travaillent en lien avec la mer et qui sont classées ailleurs. Donc c'est ce que j'ai mis, c'est qu'il y a plein d'entreprises maritimes qui sont disséminées dans les nomenclatures ailleurs que dans les secteurs maritimes. Vous avez par exemple, dans le domaine du nautisme, des entreprises qui sont classées dans le textile, par exemple les entreprises qui fabriquent ou qui réparent des voiles, leur code APE c'est le textile, et donc on ne va pas prendre dans le maritime toutes les entreprises du textile en disant c'est du maritime, donc il faut aller chercher dans le secteur, entreprise par entreprise, en disant ben, celle-là elle est liée au maritime. Même chose dans l'électronique, tous ceux qui vont travailler pour construire des bateaux de plaisance, en partie, vous prenez par exemple NKE, qui est une entreprise quand même maritime, mais qui n'a pas, NKE a une bombe, mais qui n'a pas, son code APE ne dit pas qu'elle est maritime, etc., etc., en informatique, en commerce, en
gestion d'installations sportives. C'est par exemple, il y a beaucoup d'équipes de course au large qui sont classées en installations sportives ou en clubs sportifs, etc. Donc, ils ne sont pas classés directement dans un secteur qui est estampillé, classé comme maritime, la pêche, etc. Donc, c'est ce travail-là qui est un peu lourd, mais qui permet... Donc après, j'ai remis des exemples dans la construction navale. Vous avez de l'ingénierie, un bureau d'études pour la construction navale, il ne va pas non plus être compté directement dans l'économie maritime, etc. Même chose pour les produits de la mer, des entreprises qui font de la recherche sur la mer, ils vont être classés en recherche et développement et pas en maritime. Donc bref, là, on a besoin, pour vraiment connaître le poids de cette économie maritime, de bien identifier toutes les entreprises qui travaillent pour le secteur maritime, quel que soit leur secteur d'activité officiel. Et donc, après, il faut prendre une définition. Nous, la définition qu'on a retenue et qu'on a retenue à Audelor depuis 2010 et qui a été repris, heureusement, parce que ça permet d'être cohérent avec ce qui a été fait au niveau régional, c'est de dire une entreprise est maritime quand au moins 25% de son activité ou de son chiffre d'affaires est lié à la mer. Et donc des fois, on ne sait pas, on dit, on sait qu'il travaille un peu pour la mer, donc on rappelle l'entreprise. Par exemple, l'exemple de l'entreprise Gelt à Quimperlé, qu'on cite souvent, qui est une entreprise qui fabrique surtout des pièces pour l'agroalimentaire, mais qui travaille aussi pour la course au large. À quel pourcentage? Donc en fait, on a appelé l'entreprise pour dire, est-ce que vous êtes à 10, à 15? Et donc en fait, ils nous ont dit, on est autour de 12%. Donc on ne l'a pas, même si on aurait pu la mettre, mais on ne la met pas dans le maritime. Parce que si on met toutes les entreprises qui travaillent même à 5%, à 10% dans le maritime, là on va quand même trop gonfler aussi les chiffres. Donc voilà, l'arbitrage qui a été fait, c'est 25%, qui est aussi retenu comme un seuil de dépendance à une activité en général. Quand on est autour de 25% pour une entreprise, ça pèse quand même fortement dans sa stratégie et son activité. Et donc ces 25%, ça représente 230 entreprises sur le pays de Lorient qui sont dans le secteur maritime et qu'on a enquêté la dernière fois. On a contacté 230 entreprises pour avoir leur nombre d'emplois et on a aussi posé d'autres questions. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on prend cette méthode-là plutôt que la méthode INSEE à partir des secteurs d'activité où ils avaient un peu élargi, mais ils n'avaient pas pu élargir autant qu'on le fait sur chaque bassin, puisqu'en fait, dans cette mesure de l'économie maritime, nous, au Delors, on travaille exclusivement ou quasi exclusivement sur le pays de Lorient. L'agence de Brest et la CCI de Brest, ils connaissent bien le pays de Brest, etc., etc. Et donc, on a une connaissance plus fine et on peut remettre des entreprises dans ce secteur-là. Et on arrive au résultat suivant, c'est que si on enlève le tourisme, en Bretagne, l'INSEE dit il y a 46 000 emplois dans le maritime, et nous on dit, l'observatoire des réseaux CCI et réseaux des agences, on dit il y en a 65 650, donc 43% de plus. Vous voyez l'écart qu'il y a quand on parle du maritime, si on prend une définition qui est basée que sur les secteurs d'activité, ou si on prend une définition qui va chercher les entreprises concernées, on fait plus 43%. Et donc c'est quand même important pour pouvoir décrire une économie d'être le plus précis possible, en sachant que les contours resteront flous parce qu'on prend ceux qui sont à 25, on ne prend pas ceux qui sont à 20, donc tout ça, bon voilà, ça pourrait être encore plus large, mais il faut se caler sur une définition. En tout cas, il y a une vraie utilité. Si on avait fait tout ce travail-là et qu'on avait eu plus 10%, ça aurait eu quand même relativement peu d'intérêt. Heureusement, on a pu voir que ça permettait vraiment d'intégrer beaucoup plus d'entreprises et de mieux comprendre aussi comment ça fonctionne. Alors l'économie maritime, là c'est les 6 pôles de l'économie maritime du pays de Lorient. Donc on dit qu'elle est diversifiée, qu'elle est composite comme dans le secteur dans le nautisme, hein, il y a besoin de composite. L'économie maritime, vous voyez qu'elle est très composite, c'est que ce n'est pas une filière à proprement parler, ce n'est pas une filière où on aurait un amont et puis un aval, c'est des pôles qui sont quand même relativement indépendants, parce qu'il y a des intersections, hein, mais entre la marine nationale, parce que nous on prend la marine nationale dans les emplois maritimes,
et le nautisme, vous voyez qu'on est sur des métiers complètement différents. Donc tout ça est dans un ensemble global des emplois maritimes, mais avec une certaine indépendance. Ce n'est pas les mêmes types de métiers, ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes donneurs d'ordre. Il y a des grosses entreprises dans la construction navale, des grands employeurs dans la marine nationale, comme chez nous la base de l'NBWay par exemple. Et dans le nautisme, on est plutôt sur des petites entreprises, des petits chantiers ou des petites entreprises de services. Et dans les produits de la mer, ben vous avez la transformation, le transport de produits maritimes et puis les pêcheurs. On viendra après sur les chiffres précis. Donc voilà, le premier point c'était ça. Les contours, en fait c'est ça, c'est que je reviens quand même juste un peu sur ces 6 secteurs, ces 6 pôles. Donc le pôle défense, donc la marine nationale. Chez nous, l'NBWay, les fusiliers commando notamment. Construction, réparation navale et ingénierie, c'est à la fois Naval Group, les sous-traitants de Naval Group, ceux qui fabriquent des bateaux, donc pour que ce soit dans la construction navale, c'est des bateaux de défense, des bateaux de servitude ou des bateaux de transport de passagers. Ensuite, les produits de la mer, donc en fait, c'est tout ce qui est lié au port de pêche et puis tout ce qui est lié à la transformation du poisson, même si les poissons ne viennent pas du port de pêche, parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui travaillent dans les produits de la mer ou qui travaillent des produits de la mer sur l'Orient ou sur le pays de l'Orient qui n'ont aucun lien ou très peu de lien avec le port de pêche de l'Orient. Alors pourquoi ils sont là? S'ils n'ont pas de lien avec le port de pêche, ils sont là parce qu'il y a des questions d'image, il y a des questions de savoir-faire, c'est qu'ils savent que localement, il y a une main-d'œuvre qui est capable de travailler dans l'agroalimentaire lié à la mer, et puis ils sont là aussi parce qu'il y a des flux logistiques qui sont organisés pour les produits de la mer et la pêche qui leur servent aussi également. Donc même si ce n'est pas de la ressource, la matière première n'est pas liée au local, il y a quand même des liens avec le local. Et puis après, 3 plus petits secteurs, donc le tourisme maritime, la question le nautisme, et puis tout ce qui est transversal, les activités portuaires de gestion des ports, la gestion du port de pêche, gestion du port de commerce, les activités de formation comme à côté le CEFCM par exemple, tout ça, on a compté tout ça dans le domaine maritime. Donc le maritime sur l'Orient, quels sont les chiffres? Donc, pourquoi, bon, c'est un secteur majeur, pourquoi on dit que c'est un secteur majeur? Ça fait 14 000 emplois, en gros dans le pays de l'Orient on a 100 000 emplois. Donc ça fait 14% des emplois de l'Orient, du pays de l'Orient. Vous pouvez dire 14%, c'est pas énorme. En fait, si on regarde ce qu'on appelle les emplois productifs, donc les emplois productifs, c'est ceux qui sont de l'industrie, de l'agriculture, de la pêche, tout ce qui est production et tout ce qui est logistique et services aux entreprises. Donc c'est ce qui différencie souvent un territoire par rapport à un autre, c'est son activité productive, parce que sinon, dans l'économie, vous allez toujours retrouver, sur n'importe quel territoire, des emplois dans l'éducation, dans la santé, dans le commerce, dans le bâtiment. Ça, c'est des secteurs qui sont sur l'ensemble des territoires français. Ce qui différencie les territoires entre eux, c'est l'économie productive. Certains vont avoir une économie productive essentiellement agricole, par exemple. D'autres vont avoir de l'industrie, mais plutôt de la métallurgie, de l'automobile. Et nous, on a notre économie productive, pour un tiers, elle est maritime. Donc, vous voyez le poids du maritime, on peut dire 14%, c'est pas énorme. Bon, c'est mieux que les 1,5% de tout à l'heure, mais en fait, il faut considérer que c'est un tiers de l'économie productive. C'est le deuxième bassin maritime breton derrière Brest, puisque Brest, ils sont plutôt à 30 000 emplois, mais avec un poids de la marine nationale qui est beaucoup plus élevé, puisque la marine nationale, c'est plus de 16 000 dans la défense, alors que nous, comme vous voyez sur le graphique, on est autour de 3 700 dans la défense. Donc Brest, si on enlève la marine nationale, ce qu'on ne leur souhaite pas, l'écart serait beaucoup moins fort avec l'Orient. Donc les principaux pôles, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, les 3 principaux pôles en termes d'emploi, c'est la marine nationale,
la construction et réparation navale avec le poids de Naval Group que vous voyez sur le graphique, 2000 à l'époque, 2200 emplois aujourd'hui, plus tous ceux qui viennent travailler sur place, les intérimaires, etc. Ensuite, les produits de la mer, vous voyez qu'on est à 2500, si je ne m'abuse, oui, 2500, dont 680 marins-pêcheurs. Donc ça va au-delà aussi, les produits de la mer. Si on comptait que les marins-pêcheurs, on ne serait pas sur le même poids. Et puis, des secteurs de taille plus réduite qui sont dans le port et puis services transversaux, et puis le nautisme, avec la course au large dont on reparlera tout à l'heure. L'autre critère qu'on voit, pourquoi on dit que c'est un secteur majeur, c'est que c'est des entreprises qui ne sont pas volatiles. C'est des entreprises qui sont très liées au territoire. On les a dans notre enquête, on a 80%, donc on leur a demandé de noter leur ancrage dans le Pays de Lorient de 0 à 10. Et il y a 83% qui notent entre 8 et 10. Donc ça veut dire qu'elles sont, à l'heure où on parle de délocalisation, enfin on en parle un peu moins maintenant, mais d'entreprises qui peuvent bouger sur le territoire, là on a des entreprises qui sont ancrées sur le territoire, ce qui est très important pour le développement économique. Et puis 70% d'entre elles qui jugent que leur localisation sur le Pays de Lorient est un atout pour leur développement. Donc vous voyez qu'il y a un lien très fort entre le territoire et ces entreprises qui est aussi là, quelque chose d'important pour le territoire. C'est pas des entreprises qui sont plaquées sur le territoire et qui n'ont pas de lien avec ce territoire. On le reverra tout à l'heure. Après, l'autre aspect, c'est que le maritime, c'est une chose, mais que ça permet de se diversifier. Vous voyez dans la presse qu'il y a plein d'exemples d'entreprises qui travaillent pour le nautisme, mais qui peuvent aussi travailler pour l'aéronautique ou pour d'autres filières. C'est l'entreprise Lorima à côté qui fabrique des mâts pour les bateaux de course, peut travailler aussi pour l'aéronautique. Donc le maritime peut être un socle qui permet aussi de se diversifier. Et des entreprises qui sont purement maritimes, finalement, il n'y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup, la moitié, qui sont à la fois maritimes et puis qui sont aussi situés sur d'autres secteurs. Dernier point qui est important, c'est que ces porteurs d'innovation, 40% des brevets déposés localement viennent du maritime. Donc c'est aussi il y a plein d'innovations où il n'y a pas de brevet. Hein. Quand vous êtes dans l'agroalimentaire, vous pouvez innover tous les jours, vous ne déposez pas des brevets puisque c'est des produits qui changent, mais il n'y a pas forcément de brevets. Mais par contre, quand on regarde que les brevets, on est déjà à 40% qui viennent du maritime, et puis après, ça s'inscrit aussi dans les pôles de compétitivité, etc. On a des grandes entreprises, entre guillemets, parce qu'en fait, à partir de 50, on dit que c'est des grandes entreprises, alors que quand on regarde au niveau national, des grandes entreprises, 50, c'est plutôt de la petite PME, mais on a quelques grandes, au sens fort du terme, qui sont par exemple Naval Group à Lorient. Donc là, 2049, c'est des chiffres d'il y a 3 ans, hein, mais donc on va actualiser. Aujourd'hui, c'est 2200 pour Naval Group. Vous avez Cité Marine à Kervignac, qui fait 780 emplois, qui est la deuxième maintenant entreprise maritime, et qui est dans les principales entreprises privées du Pays de Lorient, et qui a été créée quand même assez récemment, et qui est maintenant rendue à 5 usines sur le site de Kervignac, et qui doit être plutôt autour de 850 emplois. Après, on passe plutôt autour de 100-200 avec Solarpec, Sofrecide, donc qui est dans l'ingénierie, Capitaine Watt à Lanester, Lasca Pêche, Delanchy Transport à Guidel, Plastimo, Marceau Composite qui était à 52, mais qui depuis a créé aussi beaucoup d'emplois. Donc vous voyez aussi que c'est 25 entreprises, ça fait un socle, mais là aussi on a des entreprises certaines en forte croissance, après d'autres où ça se passe moins bien. Le Béon, vous avez vu, qui était classé dans le maritime parce qu'il faisait des ancrages pour des plateformes offshore, et ils auraient souhaité pouvoir les faire pour des éoliennes, et puis finalement ça s'est moins bien passé que prévu, et donc ils sont aujourd'hui en liquidation judiciaire. Donc c'est aussi un secteur qu'il faut suivre de près, parce que tous les ans, de refaire le travail c'est compliqué, mais il faut le faire comme régulièrement pour avoir une vision plus juste. Alors si on regarde ensuite, qu'est-ce qui bouge?
les mutations de l'économie maritime lorientaise. Le premier point qui est important, c'est de se dire que c'est créateur d'emplois. Parce que, contrairement à... Parfois, d'ailleurs, les chiffres nationaux ne sont pas toujours très bons, parce que vous pouvez avoir des secteurs, les secteurs socles, justement, la pêche, la construction navale, suit plutôt une tendance à la baisse au niveau national. Nous, on a quand même, depuis 2003, donc créé 2720 emplois supplémentaires. Donc, des créations d'emplois, c'est-à-dire en solde net, c'est quand on regarde à telle période, il y en a tant, et puis 13 ans avant, il y en avait 2700 en moins, ce qui fait en moyenne, on a créé 209 emplois par an. Alors, il y a quand même un rôle important de la Marine nationale et de l'NBUE, parce qu'à eux seuls, ils ont créé, sur la période, depuis 2003, la moitié des emplois dans l'économie maritime du Pays de l'Orient, avec le renfort qu'il y a eu sur l'NBUE de la base de Nîmes-Garons qui a été transférée sur l'NBUE. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que c'est pas, suivant les périodes, donc c'est le graphique qui est à gauche, où vous avez, je ne vois pas très bien d'ici, mais vous avez les différents secteurs et puis les périodes différentes en couleurs. Là. Du bleu, le bleu c'est 2003-2009, le orange c'est 2009-2012 et le bleu clair, je recommence. Le bleu c'est 2003-2009, le gris c'est 2009-2012 et le orange 2012-2016. Et donc vous voyez que pour chacun des secteurs, ce n'est pas forcément, suivant les périodes, le même secteur qui tire la croissance. Et l'intérêt à l'Orient, c'est d'avoir une économie maritime qui est diversifiée, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les 6 pôles différents. Et que donc, vous pouvez avoir des périodes où les produits de la mer sont moteurs, d'autres périodes où ils ne vont plus être moteurs, mais il y a un autre secteur qui peut prendre le relais. Donc vous voyez que, par exemple, le nautisme a perdu des emplois dans la période 2009-2012, parce que 2009, on était en pleine crise économique. La crise de 2008-2009, il y a eu d'ailleurs un deuxième effet de crise en 2012, et que là, il y a eu les sponsors, les banques, tout ça, qui ont quand même été touchés par cette crise, et donc qui ont limité leur budget de sponsoring, ce qui a affecté le nautisme et la course au large. Et donc, on a eu des pertes d'emplois. Mais à cette période-là, donc là, vous voyez en gris, il y a eu un fort développement dans les produits de la mer et dans la marine nationale. Ce qui est aussi intéressant, donc ce qui permet, cette économie diversifiée permet pas toujours d'échapper à la crise, parce que tout le monde, et on verra tout à l'heure que tout ça est aussi vulnérable. L'économie, de toute façon, toute économie aujourd'hui est vulnérable parce qu'on est dans l'incertitude, dans la mondialisation, dans l'extrême concurrence, donc il n'y a jamais de choses garanties, mais plus on est diversifié, mieux on peut traverser les crises. L'autre point qui est important, c'est que vous voyez les secteurs finalement qu'on crée globalement depuis 2003, la marine nationale en premier, les produits de la mer, pas sur les pêcheurs, mais sur la transformation. C'est là que ça s'est beaucoup développé, Cité Marine, Capitaine Watt, etc. Sur le nautisme aussi, alors que le nautisme, ça a été une création un peu ex nihilo du pôle course au large. Il a contribué à la création d'emplois, puis des compétences se sont développées autour et ça marche. Là, les activités transversales, par contre, la construction navale, même s'il y a eu plutôt des gains chez Naval Group, ailleurs, on n'a pas eu globalement des créations d'emplois dans la construction navale depuis 2003. Sur le Pays de l'Orient, on va voir pour la livraison 2020, il y aura eu des baisses le Béon, des gains à Naval Group et tout ça. On va regarder ce qui se passe, mais globalement, on n'est pas sur un secteur qui crée beaucoup d'emplois, qui a un socle très important, mais qui ne crée pas beaucoup d'emplois. Alors c'est une économie qui est à la fois dynamique, mais qui est aussi vulnérable. Elle est dynamique parce que, comme on l'a vu, elle crée de l'emploi, parce que les entreprises sont plutôt optimistes quand on les avait interrogées sur l'évolution de leur activité. Il y a une attractivité du territoire, l'orientais,
dans les produits de la mer. Il y a des entreprises qui viennent de l'extérieur s'installer dans le domaine des produits de la mer et dans le domaine du nautisme. Un peu dans le domaine de la construction navale, mais de façon moindre. Et puis, là, on a plutôt un optimisme aussi sur le plan de charge de Naval Group, même si c'est toujours, ça fait l'objet de discussions dans les journaux, de dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais là, ça fait quand même globalement plusieurs années où c'est bon. C'est vulnérable, pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés de recrutement, comme vous savez. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter, celles qui créent de l'emploi. Il y a une question de foncier disponible qu'il faut trouver. On en reparlera tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus. Il y a la question du Brexit pour le port de pêche, puisque comme la moitié des tonnages du port de pêche sont pas de la course au large, mais de la pêche au large, et sur les 20 000 tonnes, il y en a 10 000 qui viennent d'Écosse-Irlande. Donc si on a moins accès à ces mers-là, il y aura quand même un petit souci pour le port de pêche de l'Orient. Sur le modèle de la plaisance, autant la course au large fonctionne. Sur le modèle de la plaisance, on sait que c'est un domaine en mutation, qu'il y a un vieillissement important des plaisanciers. Bon, c'est pas grave qu'ils vieillissent, mais ça veut dire que globalement, les jeunes n'ont pas les mêmes pratiques du domaine de la plaisance. Ils vont plutôt vers des choses où on a moins d'engagement financier, où on apprend plus vite et où on va plus vite faire du sport que quand on fait du bateau. Donc c'est le surf, le kitesurf qui se développe. Et puis le retournement de conjoncture, c'est toujours possible. On n'est pas sur... on est quand même en France sur une croissance faible, et autour de 1%, 1,2%, tout ça. Et donc on ne sait pas si un coronavirus ne va pas perturber l'économie mondiale et qu'on va se retrouver dans une crise comme on a eu précédemment. Donc c'est une économie qui est vulnérable, mais où il y a aussi des raisons d'être positif. Alors sur l'écosystème, d'ailleurs ce n'est pas un numéro 2, c'est plutôt numéro 3 comme partie, l'écosystème de l'économie maritime locale, on a demandé aux entreprises, pas avec qui elles travaillaient exactement, parce qu'on n'a pas à savoir qui est client, qui est fournisseur de l'ensemble des entreprises, mais par contre de leur demander où se localisent vos principaux clients, vos principaux fournisseurs, pour voir justement finalement comment ça fonctionne. Et ça fonctionne en fait finalement, c'est assez simple à retenir, c'est qu'il y a la moitié des clients, grosso modo la moitié des fournisseurs qui sont locaux. Donc c'est quand même vachement important, ça veut dire qu'il y a bien le fameux écosystème local où des gens travaillent ensemble, sont clients, sont fournisseurs localement. Et l'autre moitié qui va, comme vous voyez sur le graphique, dans le reste de la Bretagne, dans le reste de la France ou à l'étranger. Et donc c'est un écosystème à plusieurs échelles qui sont imbriqués, c'est-à-dire qu'il y a peu d'entreprises qui sont purement locales et d'autres purement à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a à la fois, chaque entreprise va à la fois avoir des fournisseurs locaux quand ils sont là, mais par contre d'autres ne vont pas s'interdire d'aller chercher des compétences ailleurs quand elle en a besoin. Donc, ce qui fait qu'on est sur plusieurs échelles qui sont imbriquées, donc c'est pas purement local, c'est pas purement national ou purement international, c'est un mélange de tout ça. Mais ça montre bien, aussi c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ancrage local. Une fois qu'une entreprise est là et qu'elle a une bonne partie ou la moitié de ses clients ou de ses fournisseurs qui sont locaux, elle va avoir moins intérêt à partir que si ses clients sont tous à Paris ou à Marseille. C'est particulièrement fort dans le nautisme, pour les clients et les fournisseurs, pour la construction navale, surtout pour les clients, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent que leurs clients, c'est Naval Group. Donc Naval Group a quand même un effet il y a tout un tas de sous-traitants qui travaillent pour Naval Group. Quand Naval Group s'enrhume, tout le monde tousse. Et le portuaire aussi, pour des liens avec des fournisseurs qui travaillent pour le port. Alors après, on a fait des cartes qui illustrent ça, mais on voit bien, là c'est en mettant que l'ouest, on voit bien l'écosystème local et puis son inscription aussi dans la Bretagne. C'est pas en vase clos du tout, quoi. On voit aussi la fameuse, ce qu'on appelle la Sailing Valley, là, sur le nautisme, où on va de Brest ou de la forêt Fouesnant jusqu'à Vannes. Alors, les sites de cet écosystème,
ben, le premier site, c'est Kergroise, parce qu'on a jusqu'à l'Estacade, jusqu'au bassin à flot, quoi, enfin, l'entrée du port et l'entrée de Lorient. Donc là, on a 85 hectares, on a 66 établissements et 800 emplois. Alors qui ne sont pas... là, on est sur des sites, il peut y avoir aussi des emplois de Montmaritime, hein, mais c'est pour vous montrer les sites. De l'autre côté de l'avenue de la Perrière, vous avez le quartier portuaire de Quai-Romans, dans lequel on est ici, avec 90 hectares, 337 établissements, 3600 emplois. Lorient-la-Base, qui fait 26 hectares, 475 emplois et 12 teams de course au large qui représentent 140 emplois. Et globalement, si on prend là, toutes les entreprises qui travaillent pour la course au large, donc celles qui sont les équipes, ça fait 140 emplois à peu près. Après, ça monte ou ça descend suivant si on est en année avant Vendée Globe et tout ça. Et il y a 680 quand on prend toutes les entreprises qui travaillent au moins un petit peu, toujours ce seuil de 25%, au moins en partie pour la course au large. On monte à 680 emplois. Pour terminer sur la place de Lorient dans l'économie maritime bretonne, donc je vous l'avais dit, deuxième bassin après Brest. Et puis, on voit quand même que si on prend dans les chiffres de l'INSEE, puisque nous, on n'a fait que l'économie bretonne, hein, où on a gagné là, nos 43% d'emplois en plus par rapport aux chiffres INSEE, mais bon, pour comparer, comme les autres régions n'ont pas fait ça, pour se comparer, on reprend les chiffres INSEE, et on voit que là, si on enlève le tourisme, la Bretagne est la première région en nombre d'emplois maritimes devant PACA. Si on met le tourisme, bon là, même si les gens aiment bien venir en Bretagne, mon PACA, ils sont quand même plus forts que nous en tourisme, et une grande partie de leurs emplois maritimes sont liés au tourisme. Alors que nous, c'est finalement, même dans les méthodes INSEE, c'est qu'un tiers de l'emploi maritime qui est lié au tourisme. Et donc on est deuxième derrière PACA si on inclut le tourisme. La place de Lorient dans l'économie maritime bretonne, donc ça c'est dans le document, tout ça est disponible, hein, tous les documents d'Audelor sont sur le site d'Audelor. Le document aussi de l'emploi maritime breton est aussi sur le site, on avait listé, donc avec les agences et la CCI, l'ensemble des grandes entreprises, et on voit qu'on a sur le pays de Lorient quelques entreprises, des représentants des entreprises, enfin des entreprises ou des employeurs, parce que Marine Nationale, Naval Group, Cité Marine, Capitaine Watt, Capitaine Cook, puisque après maintenant on va être sur le nouveau pays de l'Orient avec Quimperlé, communauté, donc il y a certaines entreprises qu'on rajoute dans donc on a des représentants dans un certain nombre parmi les plus grandes entreprises bretonnes. On a le taux d'emploi maritime le plus élevé après Brest. Et vous voyez sur ce graphique, en fait, qu'on a... enfin, je vais vous remontrer le premier, là, d'ailleurs. C'est qu'on peut... Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même des emplois maritimes à Rennes. Parce qu'on peut être maritime et ne pas être sur le littoral. Si vous êtes un bureau d'études qui travaille pour le maritime, vous n'avez pas besoin, forcément, tous les jours d'être là. Donc, à Rennes, il y a aussi des boîtes dans le numérique, ils sont assez forts dans le numérique, qui vont travailler pour le maritime sur Saint-Malo. Et donc, Rennes, l'agence d'urbanisme de Rennes, qui s'appelle l'Audiard, avait fait une étude sur l'économie maritime en Ille-et-Vilaine et dans le pays de Rennes. Et à la surprise des élus, d'ailleurs, du pays de Rennes, qui disaient, oui, il y a une part de notre économie et de nos entreprises qui sont maritimes. Bon, il n'y a pas, par contre, de construction navale, ni beaucoup de produits de la mer, hein, je vous rassure. Et donc, on voit quand même les grands pôles, hein, Saint-Malo, Brest, la Cornouaille, et puis Lorient, avec un pôle comme une faiblesse, plus dans les Côtes-d'Armor, où même si on a des emplois dans l'agroalimentaire, dans la plaisance et tout, le fait de ne pas avoir de grands ports et de construction navale et de marine nationale fait qu'en nombre d'emplois, finalement, c'est beaucoup moins important. Alors, quand on prend tous ces territoires maritimes et qu'on regarde c'est quoi leur profil, quels sont les types
d'activités qu'on trouve. Et en fait, sur l'ensemble des territoires, on trouve une grande différence. Les points communs, ce qu'on trouve ce qui est le plus diffusé géographiquement, c'est les produits de la mer, c'est le nautisme et le transport. Et ce qui est le plus polarisé, ce qu'on retrouve que dans quelques endroits, c'est la marine nationale et la construction navale, qui les deux nécessitent des infrastructures très lourdes et qu'on ne retrouve pas. Pour avoir de la construction navale, il faut avoir des ports importants, donc on retombe sur Brest, Lorient, Saint-Malo, et puis Concarneau également, mais on ne peut pas avoir partout des grands employeurs en matière de construction navale. Donc vous avez le pays de Brest qui est marine nationale plus construction navale, qui sont les principaux, enfin c'est surtout de la réparation d'ailleurs, qui sont les principaux secteurs, et puis sur les 16 domaines existants qu'on avait repérés dans l'étude, ils sont quand même présents sur quasiment tous les domaines, mais beaucoup moins, par exemple en tout ce qui est pêche et produits de la mer, beaucoup moins que nous par exemple. Lorient, donc marine nationale, construction navale, produits alimentaires, 9 domaines sur 16 où on est représenté. Le pays de Cornouailles, produits alimentaires, construction navale, nautisme. Donc vous voyez que chacun il y a des points communs et puis des petites différences. Saint-Malo, c'est surtout produits alimentaires, transport, produits de la mer non alimentaires, tout ce qui est lié aux engrais, tout ça avec la TIMAC là, à Saint-Malo. Les équipements de loisirs, notamment avec l'aquarium et tout ce qui est thalasso, excusez-moi, thalasso à Saint-Malo, oui, un petit peu. Morlaix, et puis voilà, en fait, le seul profil un peu similaire, c'est Auray, Vannes, Guingamp, Saint-Brieuc, produits alimentaires et nautisme. Quand on a ni construction navale, ni marine nationale, voilà. Et puis Pays de Rennes, produits alimentaires, nautisme, et puis équipement, loisirs, culture. Alors, conclusion, est-ce qu'on va vers une croissance bleue? Parce que vous avez au niveau, tous les ans, ou régulièrement, on dit ben, l'avenir de la France, c'est la mer, et on a été trop, en France, trop terrien, trop lié historiquement, comme disait l'autre, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, c'était pas poisson et construction navale, c'était quand même un pays, on est un pays qui s'est orienté énormément vers plutôt le côté agriculture, d'ailleurs dans les discussions, la création de l'Europe, hein, c'était l'industrie en Allemagne et l'agriculture en France, chacun avait son point fort dans la construction européenne, et par contre, la mer, c'était surtout pour la défense. La logique de dire il faut qu'on soit très présent et où on est, c'est les ports de Brest, c'est Toulon, etc. Alors que vous voyez dans les ports de commerce, le total des ports de commerce français, ça ne fait pas Rotterdam. Et d'ailleurs, le total des ports de commerce bretons, en trafic, ça fait La Rochelle. Et donc, il faut bien voir qu'en matière de transport maritime, on est des petits joueurs par rapport à Anvers, par rapport à Rotterdam, par rapport à tous les ports de Belgique et par rapport à Hambourg, tout ça. Alors ça veut pas dire... Pourtant, en littoral, on est très fort, en nombre de kilomètres de littoral. Alors ça ne veut pas dire pourquoi il y a ce paradoxe, c'est que il faut derrière, pour les ports bretons par exemple, pourquoi le total des ports bretons fait finalement comme le même volume que La Rochelle, c'est pas le littoral qui fait le port, c'est qu'est-ce qu'on a comme hinterland derrière. C'est si vous avez juste à côté des grandes régions industrielles, comme on a aux Pays-Bas ou en Belgique, où derrière vous avez toute la zone qui va des Pays-Bas justement en passant par l'Allemagne jusqu'à Milan, donc ce qu'on appelait la banane bleue dans le temps. Là vous avez derrière énormément de clients, énormément de clients industriels ou de clients particuliers. Alors que nous, en Bretagne, il faut déjà un certain temps pour sortir de la Bretagne et aller livrer Rungis ou aller livrer le bassin parisien. Donc les ports français, c'était soit Marseille, soit Le Havre, qui sont directement connectés. Marseille avec
les anciennes colonies d'une part et Le Havre qui est branché sur la Seine et sur Paris, c'est beaucoup plus difficile si vous avez déjà un transport après terrestre à faire avant d'arriver au grand bassin de consommation. Donc enfin, bref, tout ça pour dire qu'on dit toujours qu'il y a un potentiel important au niveau européen, donc il y a une stratégie européenne pour la croissance bleue, il y a une stratégie nationale pour la croissance bleue, il y a un potentiel très élevé en matière d'innovation, en matière de ressources marines, puisqu'il y a plein de ressources qui existent qu'on n'exploite pas. Vous prenez toujours l'exemple on prend toujours l'exemple de Emarina, là, qui a un ver marin qui permet de faire un traitement pour limiter les hémorragies, etc. Donc ça, il y a des molécules dans la mer qui pourraient être exploitées et tout en respectant l'environnement, mais qui pourraient être facteurs de croissance. Il y a les énergies marines dont on parle beaucoup et on espère qu'enfin en 2022-2023 on verra des éoliennes en mer. C'est aussi un facteur d'innovation, mais il y a des freins. Donc là, je me base sur une étude que j'ai présentée ici il y a quelques temps, mais qui s'appelle « Produire et résider sur le littoral ». Les freins qui ont été identifiés, pourquoi finalement, alors qu'il y a un potentiel, ça ne se transforme pas aussi vite ou aussi fort qu'on voudrait en création d'emplois, création d'activités. Donc les questions, c'est est-ce que c'est parce que l'espace sur le littoral, il est occupé pour les touristes et ou pour le résidentiel et pas pour le productif, que finalement c'est très difficile de lever cette contrainte-là. Finalement, dans les travaux du Césaire, ce qui a été dit, c'est que c'est pas tellement la raison, puisqu'il y a des espaces qui sont faits pour ça, qui sont les espaces justement autour des ports, mais que par contre, on verra tout à l'heure, qu'il faut faire attention à ce que ces espaces portuaires ne deviennent pas, qu'on ne se dise pas, ça va être super, on va faire des marinas, les gens vont être contents parce qu'ils vont avoir une super vue sur la rade, et qu'on ne se dise pas, autour de Kergoise, il y a des locaux qui ont l'air inoccupés, donc c'est que c'est mort, tout ça, il ne se passe plus rien, autant faire du logement et du tourisme. C'est justement, même s'il ne se passe plus rien, il faut, ce que fait la région et la ville de Lorient, de racheter ces friches pour les remettre à disposition de l'économie productive, même s'il n'y a pas de projet tout de suite, parce que cet espace en bord de littoral et en bord à quai, c'est un espace qui est non reproductible. Vous ne pouvez pas refaire la même chose à 40 km de Lorient ou à 40 km du littoral. Et donc si vous le consommez pour autre chose, après c'est terminé, vous ne reviendrez pas détruire des marinas ou des hôtels ou des résidences pour dire on va remettre des entrepôts et des usines. Donc ça c'est donc finalement la question c'est de dire c'est pas tellement qu'il n'y a pas d'espace, mais il faut que cet espace soit réservé à l'économie productive. Après, il y a la gouvernance illisible. Bon, là, la réponse était plutôt oui, parce que c'est quand même très compliqué. Il y a un nombre de décideurs hyper important, il y a une stratégie européenne, il y a des documents stratégiques de façade, il y a des documents régionaux, il y a l'État, il y a la région, il y a l'agglo, donc avant de prendre une décision, c'est quand même compliqué. Il y a le fait aussi que souvent l'innovation dans le maritime, c'est des processus qui sont très longs et que donc l'appui qui doit être donné est peut-être spécifique, donc ça c'est vrai. Et puis il y a aussi un contexte sociétal défavorable. Pourquoi les Français aiment la mer? C'est pas pour l'activité productive, c'est pas un endroit où on travaille, c'est plutôt vu comme un endroit de loisir. On aime la mer pour la regarder ou pour faire du sport ou de la nage ou de la plage, et qu'on y va. Tous les projets sont contestés. Chaque projet lié à une usine, à de l'aquaculture, à des énergies marines renouvelables, à du sable, tout va être contesté, attaqué aux tribunaux, etc. Et donc le contexte sociétal est quand même souvent défavorable. Parfois à juste titre, parfois pas à juste titre, et puis on a des recours qui sont très longs et qui peuvent bloquer les choses. Vous prenez les énergies marines renouvelables, nous on n'a pas encore mis une éolienne en mer, au Royaume-Uni il y en a plus de 1000 qui sont installées. Et donc on est depuis les premières, sur les énergies marines renouvelables, les éoliennes en mer, les premières idées, les premiers projets, c'est autour des années 2000, et donc maintenant on se dit, allez, en 2022, on va y arriver, ou 2023 pour Saint-Brieuc.
mais c'est pas sûr parce que des recours ne sont pas encore purgés. Saint-Nazaire, ça doit être bon pour 2022. Donc il y a quand même une lenteur dans la réalisation des projets qui est importante. Par contre, tout n'est pas désespéré, c'est qu'il y a des leviers d'action donc, qui ont été identifiés dans cette étude. C'est je vous ai dit sur l'espace, qu'il faut mieux connaître et savoir ce qui est disponible dans les espaces productifs. Aujourd'hui, il n'y a pas une compilation au niveau régional de dire ben voilà tous les espaces disponibles pour de l'économie maritime en Bretagne. Il y a eu un projet justement pour ceux qui ont besoin d'un accès à la mer ou besoin de la ressource en eau de mer en Bretagne. Où est-ce qu'ils peuvent s'installer? Le conseil général, le conseil départemental du Finistère a fait une étude pour repérer ces projets, ces endroits, parce que sinon le porteur de projet, s'il doit lui-même faire le tour de tout le Finistère pour trouver les endroits, c'est quand même compliqué. Donc il y a un vrai besoin de connaissance et d'identification de ces sites. Il y a l'histoire de réserver des zones dédiées, donc c'est ce que je vous disais, donc ce qui a été appelé les émirs pour des zones économiques maritimes d'intérêt régional, où on dit que c'est d'intérêt régional et qu'on ne peut pas faire autre chose que de l'économie maritime sur ces sites-là. Après, il faut acheter et gérer du foncier. La gouvernance illisible, c'est aussi sur les ports, de dire est-ce que tous les ports bretons doivent faire la même chose? Est-ce qu'il faut investir dans des élévateurs à bateau à tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit, et sans avoir une stratégie pour savoir à long terme qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tout le monde doit être en concurrence ou est-ce qu'il ne faut pas quand même essayer de spécialiser, ou du moins que tout ça soit fait de façon concertée? L'appui spécifique nécessaire, c'est si on veut aussi développer l'économie maritime, il faut pouvoir communiquer dessus, communiquer sur les sites disponibles, et puis il faut certainement innover en ingénierie financière et en appui aux entreprises, puisqu'il y a un temps de retour, c'est pas comme dans le numérique, avant que ça fonctionne, vous pouvez avoir plein d'essais, plein d'erreurs, c'est pas aussi... on est sur des choses beaucoup plus complexes, notamment dans tout ce qui est biotechnologie. Le contexte sociétal défavorable, il faut, ce que fait la Maison de la Mer, l'éducation à la mer et la recherche, et approfondir recherche scientifique et éducation à la mer, ce que fait aussi Ifremer. Et sur la question de la concertation, il ne faut pas juste se dire oui, on a un projet et puis il y a de l'opposition et ça. C'est s'il y a besoin de concertation et qu'il y a un impact sur le milieu, l'environnement, il faut aussi savoir faire de la concertation. Et il y a des pays où ils savent beaucoup mieux faire de la concertation qu'en France. Et notamment, quand on fait de la concertation, il faut savoir sur quoi on concerte. C'est pas de dire, bon, on va discuter, mais bon, en gros, on a déjà décidé, mais on va quand même faire une petite... on va consulter, mais on ne changera pas franchement le projet. Si on fait de la concertation, ça veut dire de dire, ben, il y a telle chose qui est en débat, il y a telle chose qui est décidée, par contre, il y a des options différentes. Si vous n'avez pas d'options, ce n'est pas la peine de demander aux gens leur avis s'il n'y a pas d'avis à donner et que c'est tout ou rien, quoi. Et donc, on parlait d'inventer un métier de concertologue pour savoir comment on fait de la concertation, parce qu'il y a des concertations qui se passent très bien et d'autres concertations, enfin, on voit ça dans l'actualité en dehors du maritime, qui se passent moins bien. Et voilà, optimiser le processus de concertation. Donc voilà, pour dire qu'on voit bien qu'il y a un potentiel important, notamment les deux exemples, hein, c'est tout ce qui est biotechnologie et puis tout ce qui est énergie marine, où on met quand même un temps fou avant d'arriver à sortir ces projets, qu'il y a des leviers à actionner pour sortir on ne va pas dire d'un immobilisme, parce qu'on voit qu'il y a un dynamisme, il y a des choses qui se font, mais il y a quand même aussi des lourdeurs. Alors ce dont on n'a pas parlé, c'est la question des difficultés de recrutement, qui doit aussi être traitée de façon importante, parce que ça peut bloquer aujourd'hui du développement d'entreprises. J'ai peut-être un peu débordé, et je suis à votre disposition pour des questions ou un débat. Ben, disons qu'on travaille là-dessus justement aussi sur les difficultés de recrutement dans le cadre du contrat de plan État-région. Et on a sorti plusieurs notes là-dessus. On a fait aussi une enquête auprès des chercheurs d'emploi. Parce qu'en fait,
pour les difficultés de recrutement, il faut demander aux entreprises ce dont elles ont besoin et pourquoi, selon elles, il y a des difficultés. C'est bien aussi de demander aux chercheurs d'emploi pourquoi, selon eux, il y a des difficultés et ce qu'ils cherchent. Et on voit qu'il y a quand même un hiatus, c'est que quand on demande aux entreprises pourquoi les gens veulent pas venir travailler chez eux, ils disent on ne trouve pas les compétences, il y a un problème de formation ou de motivation. Quand on demande aux chercheurs d'emploi, ils disent il y a deux problèmes, l'attractivité des postes, conditions de travail, salaire, etc. Et puis la mobilité géographique, qui ne joue pas tellement quand on est ici à Lorient autour du port de pêche, tout ça, où on est quasiment en ville, et donc il y a des réseaux, on peut venir en vélo, on peut venir en transport en commun et tout, mais la mobilité géographique, ça joue énormément quand vous êtes à 20 km, 30 km de Lorient, et là où le coût pour les personnes qui viennent travailler peut représenter, donc on a fait les calculs, jusqu'à 1 à 2 heures par jour, 1 à 2 heures de travail, qui est vu le niveau de salaire, mais qui est lié notamment à l'agroalimentaire, où les salaires sont faibles, ça fait quand même un coût qui est important et puis des horaires décalés, tout ça. Donc il y a un vrai travail à faire. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un vrai travail entre les entreprises et les organismes qui s'occupent de ça, les agglos ou les pôles emploi, la mission locale et tout, pour trouver des solutions à ces questions-là. Mais il y a la compétence, mais il y a aussi beaucoup comment on est intégré, il y a aussi la connaissance des métiers, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on sait qu'il y a des emplois à tel ou tel endroit. Donc il y a mieux connaître les métiers, mieux connaître ce qui se passe vraiment, et puis après pouvoir accéder plus facilement aussi géographiquement, trouver des systèmes de mobilité ou d'aide, de covoiturage. Par exemple, pour l'exemple de Cité Marine à Kervignac, ils ont mis en place des systèmes de covoiturage bien organisés pour que les gens puissent partager aussi les frais pour venir travailler. Non. non, on n'a pas... c'est une des questions. Après, on n'a pas regardé ça précisément encore. Ce sera une des questions cette année, justement, de regarder ça plus en détail. Bon, c'est sûr, après, qu'il y aura un impact s'il n'y a plus d'accès du tout. Après, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, il y a aussi une année encore de négociations entre les États sur cette question-là. Mais en fait, ce qui se passe à Lorient, c'est qu'on a un domaine public maritime qui justement permet d'avoir un système plutôt d'autorisation d'occupation temporaire des AOT, de l'espace, qui est sur le côté port de commerce, qui est très faible. Et qui, alors, je ne sais plus pour quelle raison exactement, mais qui finalement, toute la partie, tout ce que je vous présentais tout à l'heure sur on va revenir là-dessus. Il y a toute une partie de Kergrouaz qui n'est pas dans le domaine public maritime et donc où il faut que les pouvoirs publics interviennent pour pouvoir acheter au fur et à mesure que c'est vendu. Et donc c'est ce processus-là, vous voyez, le domaine public maritime, il y a juste une petite bande entre le port de commerce et en allant vers la gauche, là, vers l'ouest. Il y a qu'une petite bande qui est dans le domaine public maritime. Et donc c'est pour ça que la région, petit à petit, rachète le foncier en lien avec la ville de Lorient. Mais c'est vrai que dans ce domaine-là, après, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui aiment bien être propriétaires aussi, mais dans certains, peut-être moins dans le domaine maritime, mais qui aiment bien posséder le terrain et les locaux pour pouvoir revendre, et ce qui permet d'avoir pour les départs à retraite, il y a beaucoup d'artisans qui fonctionnent comme ça. Mais c'est vrai que le système, en tout cas, c'est pour ça d'ailleurs que le domaine public maritime a été inventé aussi, c'est pour, dans des espaces qui sont particuliers, que ça reste sous maîtrise publique et qu'on n'ait pas de vente possible. C'est ce qui est
logique et qui aujourd'hui, compte tenu des difficultés en matière foncière globalement, difficulté à sortir des zones d'activité, c'est aussi un système qui va peut-être être mis en place de plus en plus par les collectivités, de garder le foncier et de faire de la location pour ne pas perdre la main et pour que finalement des fois on vend, finalement il ne se passe rien et puis ça fait du foncier qui a été aménagé et qui ne sert pas l'emploi, quoi. Ça, je ne sais pas exactement. Je sais que c'est effectivement Shell qui a racheté, mais le projet n'est pas remis en cause, hein, je crois. Il y aura... Non, je ne crois pas. Après, c'est sur Groix, donc, en fait, c'est Groix-Belle-Île, parce que c'est un peu entre les deux. Il y aura, le projet se fera, mais on espère. En tout cas, il n'y a pas aujourd'hui de blocage. On sera dans une ferme un peu expérimentale au départ. Ce ne sera pas un parc aussi important qu'il va y avoir à Saint-Nazaire ou à Saint-Brieuc ou en Normandie. Et c'est d'ailleurs, c'est pas la même technique non plus. Enfin, vous savez que ce qu'il y aura à Saint-Nazaire ou à Saint-Brieuc, on est sur de l'éolien marin mais qui est posé, alors que là c'est plus expérimental puisque c'est de l'éolien flottant. Mais il n'y a pas de... Il y a plutôt de l'optimisme sur le projet. Mais bon, ce qui n'empêche pas que ça peut être long. On va s'arrêter là. D'accord, ben merci bien. Merci beaucoup. Merci.